ma chambre, où j'avais une espèce de petit poste à galène que mon frère avait fabriqué, parce que les TSF, c'était pas encore très répandu. Enfin, on en avait une dans chaque famille, elle était au salon en bas, mais dans ma chambre, il y avait un poste à galène. Et en tâtonnant par hasard sur le petit charbon, là, avec l'aile, j'ai entendu tout d'un coup, moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'appelle à venir à moi, officier, sous-officier, etc. Et j'ai pas été tellement saisie, j'ai pas réalisé que c'était quelque chose d'absolument historique. J'ai été surtout étonnée de connaître quelqu'un qui parlait à la TSF. Et je suis descendue en bas, au salon, où tout le monde attendait les informations. Et j'ai dit, vous savez pas ce que j'ai entendu? Le colonel, je l'appelais encore comme ça, le colonel de Gaulle est à Londres, il appelle les gens à venir. Et alors mon grand-père, le général, là, celui qui le connaissait bien, a bondi, a dit, vous entendez, la guerre n'est pas finie, il y a encore de l'espoir, c'est ça l'avenir. Alors mon autre grand-père, ils étaient là tous les deux, a dit, mais enfin, Jean, c'est insensé, c'est un traître, il a promis obéissance au chef de l'État, etc. Mais non, pas du tout, il y a des cas où il faut savoir désobéir, mais personne ne le connaît, que c'est que ce petit général qui se... Toi, tu ne le connais pas peut-être, mais toute la France militaire le connaît, etc. Et voilà, le clivage s'est fait dans la famille à ce moment-là. Je suis atteinte d'une très grave maladie, vous savez, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais j'ai une mémoire épouvantable. Épouvantable, et c'est quelquefois très difficile d'avoir une bonne mémoire. Et mes camarades me disent souvent, est-ce que tu te souviens? Vous voyez, si c'est... Parce que je me souviens même de ce qu'il ne faudrait pas. Et ça, c'est embêtant. Mais enfin, quand même, c'est... Alors, quand nous étions à la Pelle, nous avions en face, pratiquement en face notre baraque 24, une baraque où se trouvaient des enfants. Car à Ravensbrück, il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient arrivés avec leur mère, il y a eu des naissances, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ces enfants étaient derrière, ne sortaient pas, tout au moins nous, quand nous sommes arrivés, ils ne sortaient pas. Ils étaient derrière leur carrossage et ils regardaient ce qui se passait dans le camp. Leur seule distraction, c'était les horreurs qu'ils voyaient dans le camp. Et moi, j'ai gardé ce souvenir des enfants de Ravensbrück. Ces grands yeux d'enfants tondus, dont on ne donnait pas d'âge. Je ne sais pas, on nous a dit après que les plus jeunes pouvaient avoir peut-être 2 ans, les plus grands 8-9 ans, peut-être à peine. Les grands s'occupaient des petits, un peu n'importe comment. Et moi, j'ai gardé cette vision des enfants du camp de Ravensbrück. Moi, j'ai eu une famille, hein, j'ai eu 5 enfants, des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. J'ai toujours aimé beaucoup les voir jouer, les voir vivre. C'est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire d'un enfant qui vit et qui a un regard extraordinaire, vraiment un beau regard. Enfant heureux, normalement. Et c'est souvent ces regards d'enfants de Ravensbrück qui se sont mis et qui se mettent encore entre les miens et moi. Et je crois que, personnellement, ce que je n'ai jamais pardonné aux Allemands, c'est tout ce qu'ils ont fait souffrir aux enfants, notamment dans les camps. Et puis aussi ce qu'ils ont fait souffrir à ma mère devant moi. Ça, c'est quelque chose, pour moi, impardonnable. Parce qu'on parle quelquefois du pardon. Ben, voilà ce que je pense du pardon. Parce qu'on peut pardonner pour soi, pardonner pour ce qu'on m'a fait, oui. Mais pour pardonner pour les autres, celles qui sont mortes là-bas, c'est pratiquement impossible. On m'a emmené au Douar, où nous étions en soutien d'une opération des légionnaires et des paras. Et on a vu les légionnaires et les paras attaquer le Douar et tuer et brûler au lance-flammes des femmes, des enfants. Il n'y avait pas d'hommes,
ils devaient tous être au maquis. Des bêtes aussi, des chèvres, des chiens, enfin quelque chose d'affreux. Et le douar a été reconstruit. J'étais reçu par le maire et ils m'ont présenté le seul survivant du douar qui, en août 56, donc, avait 8 ans. Il a réussi à se cacher et il a vu sa mère et ses 2 sœurs être des torches vivantes. C'est affreux. Alors, bien sûr, ce survivant connement, je lui ai demandé pardon au nom de la France, puisque j'étais le seul Français à être là. De Saigon, on savait qu'ils arrivaient, les Viettes approchaient, et toutes sortes de rumeurs et de panique. Mais alors la panique, c'est quelque chose qu'il faut vivre, hein, parce que c'est comme une contagion. Vous voyez, tous les gens qui partent dans tous les sens avec des valises, qui essaient d'attraper, qui montent sur les toits pour attraper des hélicoptères, et ça vous donne envie de... Vous partez comme eux, quoi. Oui, alors moi, ce que j'ai pas compris quand je suis arrivé en Algérie, c'était la violence d'un seul coup qui était là, qu'on avait souligné, mais de la part de gens que j'avais vus, qui étaient braves petits Français, entre guillemets, quoi. Quelle que soit l'origine sociale, j'ai vu des fils d'ouvriers exemplaires. Je me souviens de Daniel le boulanger qui a été tué malheureusement, mais qui me disait « mais qu'est-ce qu'on fout ici? Qu'est-ce qu'on fout chez ces gens-là? Pourquoi on vient les emmerder? Ils sont chez eux. » Je me suis aperçu qu'en finalement on avait droit de vie ou de mort. Personne n'était là pour contrôler ses instincts, bons ou mauvais. On pouvait faire ce qu'on voulait finalement. Et personne ne nous a jamais rien dit. J'ai souvenir de ce sous-lieutenant là, qui est mort dans une embuscade après, qui disait « violer, mais faites ça discrètement ». Ça faisait partie du quotidien tout à fait ordinaire. Égorger un prisonnier, les mains tachées dans le dos aussi, ça fait partie du quotidien. Garder les oreilles dans un bocal, c'était ordinaire. Moi j'ai cru devenir fou avec ça, pourquoi je n'en sais rien, mais je ne pouvais pas imaginer me servir d'un couteau, d'un fusil. À la limite peut-être un fusil en cas de défense, mais... Par le FPR aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui est complètement fou, le Rwanda. Il y a eu un génocide incontestable, etc. Mais à partir du moment où il y a eu ce génocide, tu n'as plus le droit de dire qu'il y a eu autre chose derrière, d'épouvantable. Et les choses épouvantables, c'est le comportement de l'APR vis-à-vis des gens qui restaient dans le Rwanda, tout confondu, des Hutus, des Tutsis. Ça a été ensuite les massacres à l'arme lourde à l'intérieur du Rwanda, sur certains camps. Kibero, c'est le bon exemple. Ça a été des drames, on s'est engueulé, un médecin du monde là-dessus. Ça a été les camps où il y avait des femmes et des gosses qui étaient laissés à Goma en particulier, qui ont été à l'arme lourde aussi démantibulés, ces centaines de milliers de gens, femmes, enfants qui ont traîné dans la forêt zaïroise, que j'ai repéré, qu'on a repéré parce qu'on a dit ils ont disparu, mais c'est pas vrai, qui ont été massacrés par Kabila secondairement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu que avril, mai et juin. Voilà. Il y a eu juillet, il y a eu août, il y a eu septembre, il y a eu octobre, et puis ça a duré des mois et des mois et des mois. Et il y a eu, plus que ce génocide, il a eu une importance plus grande que ce qu'on a bien voulu dire. Voilà. Mais il y a un bon génocide, il y a celui qui est respectable, c'est celui qui a été organisé et qui est condamnable, enfin, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, qui est une horreur. Et puis il y a eu tout le après. Moi j'ai vécu dans des cadavres, dans des meurtres, dans des trucs.
on n'en pouvait plus, on puait la mort, ça imprégnait tes vêtements. Dès que tu voyais un clébard et qu'il avait un os dans la gueule, c'était un os humain. L'humain qui servait de pitance ordinaire aux chiens là-bas, enfin c'était épouvantable. Et la nuit, je ne sais absolument pas pourquoi, j'ai eu un rêve, un rêve prémonitoire, je crois, où j'ai rêvé de violence, je criais, je voyais de la violence partout. Bon, je me suis réveillée le matin, je suis descendue comme à l'habitude, préparer le café pour les prêtres qui couchaient près des moines et qui nous ont raconté. Alors ils nous disent, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Ben non. Et bien cette nuit, on est venu enlever les moines, on a frappé à la porte, c'est Mohamed qui leur a ouvert. Ils ont fouillé partout, cherchant de l'argent, cherchant de la nourriture, des médicaments. Bon, ils ont emmené les moines, nous on ne pouvait rien. Du reste, on a ouvert les portes, on a vu les moines contre le mur et ils nous ont fait signe qu'il fallait absolument se dissimuler, se cacher. Bon. Et dans la nuit, nous les avons retrouvés, on a prié ensemble, on a prié, réfléchi. Pendant ce temps-là, on a emmené les moines. Et on a su par la suite que Mohamed, le gardien, les voisins, avait pu se sauver et s'était caché jusqu'au lendemain matin. Vous voyez les gars sur les tourelles en train de tirer sur les gens sur le côté de la route. Les deux côtés, exactement là où on était cachés avant. Et c'est là où j'ai vraiment compris que je ne pouvais pas, parce que vous savez, quand on est journaliste, enfin en tout cas à cette époque-là, quand le danger était trop dangereux, quand c'était trop dangereux, on pouvait toujours, on s'imaginait qu'on pouvait sortir sa carte de presse et dire presse, on lève les mains et puis ça va quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais plus faire pouce, je ne joue plus, j'arrête de jouer, je ne pouvais plus. Et on n'était pas paniqué, mais on avait extrêmement peur, et c'est à ce moment-là tout ce qu'on pouvait faire, c'était de reculer le moment fatidique. Et donc on courait vers l'avant. Bakhtiar, notre guide kurde, est parti vers la droite où il y avait un ensemble de petites baraques qui devaient déposer c'était des maisons pour les agriculteurs. Gad Gross partait dans la même direction que lui, et moi à ce moment-là je savais que c'était fini pour nous, parce que jamais ils allaient nous laisser vivants, tout simplement parce qu'ils étaient en train de massacrer les civils et qu'on ne pouvait pas permettre à un journaliste, quel qu'il soit, de voir ça, quoi. On était au Cambodge, pour moi c'était la deuxième fois que j'y allais, et pour la deuxième fois avec Ritipan, qui est un Cambodgien qui a fui les Khmers rouges en 1973 pour venir à Paris. Et donc il a fait toutes ses études à Paris. Donc là, il voulait faire un film précisément sur Tulseng, c'est-à-dire une ancienne école qui avait été transformée par les Khmers rouges en camp de détention et de torture. Et les Khmers rouges voulaient impérativement obliger les gens à avouer des choses qu'ils n'avaient pas faites la plupart du temps, mais il fallait qu'ils... Et c'était le script de leurs paroles était pris par des mecs. Et il y avait, après les 3 ans disons les 3 ans où les Khmers rouges ont dominé complètement le Cambodge, il y avait à la fin, il y a 20 000 personnes qui sont passées à Tulseng, il y avait 7 survivants, dont un mec qui avait eu la vie sauve parce qu'il était peintre. Et on lui avait demandé de faire quelques portraits officiels de Pol Pot et d'autres. Et ce mec-là, il est toujours vivant. Et puis, un jour, l'assistant de Ritipan lui dit qu'il a retrouvé probablement un des tortionnaires de Tulseng. De toute façon, avant même les talibans, il y avait une école de filles, mais l'école, voilà un constat, l'école de garçons est au centre du village, l'école de filles est très loin. Donc on voit bien que de toute façon, elles n'étaient pas traitées de la même manière. Et quand j'ai vu toutes ces petites filles
et qu'on m'a dit qu'il faudrait une école pour les filles mieux, avec des locaux de meilleure qualité, etc. Donc là sont les financements que j'avais obtenus du ministre Lang. Il y a une partie qui est allée automatiquement pour cette école de filles. L'école a été construite. Je suis allée l'inaugurer 1 an après. Et il y avait toutes ces petites filles avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Je m'en fiche un peu, mais puisque vous faites un truc sur la nation, voilà l'identité nationale, voilà la France, voilà l'identité nationale.